Des fois, je me demande pourquoi je m'inflige ça. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux tout arrêter? Ah, je suis beaucoup trop têtu pour ça. Continuons notre aventure spéléologique au fond de l'enfer du fun. On a déjà parlé de Hellraiser 1, le chef-d'œuvre sorti de nulle part. Hellraiser 2, la suite qui a su nous en dire plus. Alors attaquons Hellraiser 3, la suite. La suite. Après les événements de Hellraiser 2, oui, cela oui, Pinhead est bloqué dans un bloc, une sculpture, un truc qui s'appelle le pilier des âmes, avec la configuration des lamentations. Cette sculpture est achetée par un jeune playboy, J.P. Monroe, qui possède une boîte de nuit. Pendant ce temps, une journaliste, Joey Summerskill, tente de percer à la télé sans se reposer sur son physique. Elle cherche donc une histoire mémorable. Alors qu'elle tourne un sujet dans un hôpital, elle va assister à la mort d'un des clients de la boîte de nuit de Monroe, alors qu'il est emmené aux urgences. Une mort plutôt clairement surnaturelle et violente comme seul Hellraiser peut le faire. Elle croise la jeune femme qui a amené le mec aux urgences, qui dit vite fait venir de la boîte The Boiler Room. Alors qu'elle est victime de cauchemars sur les expériences de son père durant la guerre du Vietnam, Joey cherche ce qui a pu provoquer la mort du jeune homme, tout d'abord en retrouvant la jeune femme de l'hôpital, qui est en réalité la copine de Monroe, Terry. Petit à petit, elles commencent à devenir amies, et en menant l'enquête, elles vont en apprendre plus sur Pinhead, les Cénobites et l'enfer. De son côté, alors que Monroe couche avec une nana et la traite comme de la merde une fois que c'est fini, cette dernière tombe dans les mains de Pinhead qui utilise son sang pour se revigorer un peu. C'est ainsi que Monroe découvre l'existence des Cénobites et de l'enfer, qui lui promet tous les plaisirs qu'il puisse imaginer et bien plus. Pinhead le convainc grâce à ça de lui apporter plus de victimes. Joey découvre les vidéos de Kirsty filmées par Channard dans Hellraiser 2 et les documents qui parlent de Pinhead lorsqu'il était encore humain. Terry prend la mouche quand Joey apprend qu'elle va devoir déménager et décide donc d'aller voir Monroe, et alors qu'il essaye désespérément de la manipuler pour la donner en sacrifice à Pinhead, c'est lui qui va se faire avoir. Joey commence à voir Spencer Elliott, Pinhead humain, dans ses rêves. Il va lui demander de l'aide pour combattre son double maléfique. Il demande à Joey de manipuler Pinhead avec le cube qu'elle possède pour l'emmener vers le monde spirituel dans lequel est bloqué Spencer. À ce moment-là, Pinhead est enfin libéré grâce à Terry et fait un massacre absolu dans la boîte de nuit. Il s'en donne à cœur joie, créant notamment de nouveaux Cénobites au passage. Joey arrive sur place après le massacre, elle provoque Pinhead pour le pousser à tomber dans son piège, mais elle se fait attaquer par les nouveaux mignons de notre sadomaso préféré. Pinhead la rattrape dans une église, puis Joey arrive à le mener vers un site en construction. Là, les Cénobites s'apprêtent à torturer Joey, mais Pinhead les arrête, demandant à Joey de lui remettre la boîte qu'elle a en sa possession. Dans la dimension spirituelle, Joey rencontre son père et lui donne la boîte, mais c'est en réalité Pinhead. Spencer Elliott arrive alors pour distraire Pinhead, les deux se mélangent de façon super dégueu, mais c'est Pinhead qui gagne. Joey le poignarde avec la boîte ouverte, ça renvoie Pinhead en enfer, et Joey dépose la boîte dans du ciment frais fortuitement trouvé juste à côté d'elle. Et on finit le film sur le plan d'un building où l'on retrouve des éléments de la configuration des lamentations, suggérant qu'il s'agit du bâtiment construit sur le cube. Et on va en reparler plus tard de ça, gardez-le en tête. Donc, Hellraiser Hell on Earth est sorti en 1992 et réalisé par Anthony Hickox, qui d'ailleurs a 2 petits caméos dans le film, et qui a aussi réalisé ce film. Prince Vaillant, dont personne se rappelle, je suis sûre, mais bordel, est-ce que j'ai pu mater la VHS en boucle quand j'étais gamine. Je sais pas trop quoi en penser. Et écrit par Peter Atkins, qui avait déjà travaillé sur l'écriture de Hellraiser 2, et qui fait un petit caméo dans le film en barman, et coécrit par Tony Randall, le réalisateur de Hellraiser 2 pour rappel. Clive Barker, quant à lui, est producteur exécutif, donc il reste assez présent dans la création du projet. Pour ceux qui sont pas sûrs du rôle de producteur exécutif, en gros c'est quelqu'un qui en répond au producteur, plus précisément au producteur délégué, et qui est là pour assurer la bonne réalisation du film, dans les limites du budget alloué. Il est présent sur le tournage, monte les équipes, trouve les moyens nécessaires à la création du film, etc. Mais il n'a aucune des responsabilités de producteur, de réalisateur ou de scénariste. En gros, c'est ton prof de chimie qui forme les binômes, donne des pistes à suivre et qui reste derrière toi pour checker que tu vas pas faire exploser le lycée, quoi. Je suis pas très douée pour les analogies. On retrouve nos amis Bob Keane aux effets spéciaux et Christopher Figg à la production. Et bien sûr, Doug Bradley en Pinhead, qui oserait changer Pinhead? Et pour le reste, on a que du nouveau. Kevin Bernhardt en J.P. Monroe, qui est plus connu pour des boulots d'écriture après ça, Terry Farrell en Joey, qui a joué dans Star Trek Deep Space Nine, non, j'arrêterai pas de le dire, non, et Paula Marshall, qui a joué notamment dans Californication. Mais c'est le seul truc dans lequel elle a joué que je connais, ouais.
Anthony Hickox n'était pas censé réaliser le film au départ. Après Hellraiser 2, New World, le studio qui détenait les droits de Hellraiser, fait faillite. En 1990, les droits de la franchise ont été rachetés par Lawrence Kupping, qui au même moment avait racheté plusieurs licences de films d'horreur dans l'idée de faire des suites, comme par exemple Children of the Corn, Wanted Dead or Alive, Crime of Passion, bref, le monsieur voulait faire des suites de genre rapidement et pour des budgets dérisoires. Il a créé très rapidement Transatlantic Entertainment pour faire ses films le plus vite possible. Hellraiser 3 faisait partie de cette liste et Kupping vire Peter Atkins qui devait réaliser le film et le laisse au scénario. Mais, en 1992, quelqu'un d'autre acquiert les droits de Hellraiser. Dimension Film, qui ne vous dit peut-être rien, mais qui appartient à Miramax, et donc au frère Weinstein. Cool. C'est au tour de Tony Randall de se faire éjecter de la chaise de réal sous prétexte qu'il n'avait pas assez d'expérience. Le gars qui avait déjà fait le film d'avant. Le projet est alors proposé à Peter Jackson, qui avait refusé argumentant qu'il ne se voyait pas réaliser un film d'horreur comme celui-là. Dieu seul savait à cet instant qu'il réaliserait un des films les plus terrifiants de l'histoire de l'humanité. Et finalement, c'est Anthony Hickox, qui avait déjà réalisé Waxwork 1 et 2, qui fut désigné pour la réalisation. Niveau expérience, vous m'excuserez, mais je trouve l'argument un peu bancal quand même. Bref, donc Anthony Hickox n'avait que 6 semaines de tournage à disposition et il a réussi l'exploit de rester dans le timing, notamment en ayant des plateaux de tournage proches les uns des autres, ce qui faisait que la première et seconde équipe de tournage pouvaient avoir les acteurs à disposition assez rapidement. Mais bizarrement, ils avaient qu'une seule régisson, ce qui annule un peu l'intérêt d'avoir plusieurs plateaux. Ouais, ok. En plus de ça, son planning prévoyait de très longues journées, on parle de près de 17 heures d'affilée pour certaines journées, et aussi beaucoup de scènes tournées par jour, ce qui voulait dire très peu de nouvelles prises. Donc Hickox est clairement un réalisateur efficace et rapide. Ce qui me paraît déjà être un argument plus logique pour son choix en tant que réal. Mais ce sont que des spéculations. À part ces histoires de production qui n'intéressent que moi, il y a une chose qui m'a marqué quand j'ai vu le film la première fois. On dirait que pour la première heure, ils ont tenté de faire une suite normale. Genre, il y a du scénario, des personnages, de la tension qui est censée vous faire serrer vos miches. Et puis pour la dernière demi-heure, ça devient Hellraiser, Gremlins édition. Vraiment, entre la création de Cénobites absolument saugrenus, c'est toi que je vise, le Cénobite lecteur CD là, jamais je t'accepterai, tu m'entends ? Les scènes dans les rues curieusement désertes de New York, c'est vrai que c'est une petite ville tranquille, New York, hein, avec des feux gentiment posés par-ci par-là par l'équipe d'effets spéciaux, Pinhead qui peut contrôler la télévision, des pièges un peu partout, et je sais que c'est pas une bonne idée, mais et si on se rappelait un peu des Cénobites du premier film ? Vous savez, les êtres démoniaques tout droit venus de l'enfer qui apparaissent quand vous les appelez, qui vous torturent pendant une éternité sans que vous puissiez rien faire. Là, ils sont 4. Il y a 4 satanés Cénobites qui poursuivent une meuf dans des rues vides. Pourquoi ? Comment ? D'où ils galèrent à l'attraper ? Donc le film est bipolaire, mais il n'y a pas que ça qui m'a gêné. Il y a entre autres un énorme problème au niveau du son. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le mixage est juste foiré. La plupart des dialogues sont redoublés en post-production, et la balance entre bruitage, voix et musique ne fonctionne pas du tout. In a minute. I'm closer. Find me there. Alors effectivement, là, je peux voir qu'ils avaient qu'une seule régisson, oui. Voilà, mais attention, tout n'est pas à jeter. L'idée de suivre une bataille Pinhead contre Pinhead est plutôt cool. Certaines séquences sont tout à fait sympathiques, comme celle du massacre de la boîte de nuit, ou même la scène qui place Pinhead sur l'autel d'une église. Scène qui apparemment a été plutôt compliquée à tourner, les églises refusant catégoriquement qu'un Hellraiser soit tourné entre leurs murs. Alors le réal, il s'en est battu les roubignoles allègrement, et a utilisé un matte painting dans le fond d'un décor de studio, et bam, t'as une église. Je voudrais bien analyser le film, mais c'est juste une suite, genre la suite que vous pouvez certainement imaginer de vous-même. Y a pas vraiment de message, de signification cachée ou quoi, c'est juste un petit film de genre avec des effets spéciaux tout à fait valables pour l'époque, des séquences très satisfaisantes niveau catharsis, en particulier, je me répète, mais celle du massacre de la boîte de nuit et celle de l'église qui a dû dresser chaque petit poil du pape. C'est rigolo à dire ça. Petit poil du pape, petit poil du pape, petit poil du pape. Bref, le seul truc qui me chagrine finalement, c'est l'armée de Cénobites Pokémon en carton. Le reste du film est une petite série B tranquille, loin du génie des 2 premiers films, et je pourrais pas dire honnêtement que c'est un bon film, mais au moins il est divertissant. Mais on a beaucoup d'autres suites à disposition pour ruiner une franchise si prometteuse. Accrochez-vous à vos culottes, à vos slips, à vos strings ou que sais-je encore, parce que c'est là qu'on décolle. En l'an 2127.
Il a pas fallu longtemps avant que ça parte en couille cette fois-ci. Dans une station spatiale dirigée par le jeune docteur Paul Merchand, ce dernier tente de fermer définitivement les portes de l'enfer. Il ouvre la configuration des lamentations en utilisant un Terminator... Pardon, un robot dont la ressemblance avec quelque autre marque déposée serait totalement fortuite, pour essayer de la faire à l'envers à Pinhead. Mais des soldats de l'espace, des joueurs de paintball perdus dans la salle de laser game du village d'à côté, le retrouvent et l'arrêtent avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Et là, un flashback apparaît. On est renvoyé au XVIIIe siècle lors de la création du premier cube. On y retrouve l'ancêtre de Merchand, alors appelé Philippe le Marchand, histoire de bien montrer qu'on est en France. Même s'il y a un acteur sur 3 qui fait un accent et que c'est même pas le bon, alors que le reste du casting parle anglais avec un accent américain. Bref, le Marchand était un fabricant de jouets mandaté par le duc de Lille, le plus grand magicien de France, soi-disant, pour créer un objet dont le duc lui a fourni les plans. Lorsqu'il y parvient, il découvre avec effroi que le cube peut ouvrir les portes de l'enfer. Le duc de Lille et son apprenti Ben de Parks and Rec, avant qu'ils ne prennent des cours de théâtre, sacrifient une femme pour qu'elle serve de réceptacle à Angélique, princesse démoniaque dont ils ont le contrôle sur Terre. Le Marchand crée alors les plans de la configuration Elysium, censé pouvoir refermer les portes ouvertes par la configuration des lamentations. Mais il essaye quand même d'aller voler le cube chez Delille. Là, il trouve le duc en piteux état et Ben de Parks and Rec qui se fait plaisir avec Angélique. Le Marchand découvre que toute sa lignée est maudite à cause de sa création et est tuée sur place. Heureusement pour le scénario, la femme de Le Marchand était enceinte. Et là, un flash-forward qui est en fait un flashback par rapport au début du film, mais c'est un flash-forward par rapport à la section du 18e. On se retrouve de nos jours, en 1996, pour suivre le descendant de Le Marchand. Heureusement que les films suivent jamais le développement réaliste d'une lignée, parce que sinon ils auraient une armée, les Le Marchand, à ce stade. Et bien sûr, il a le même nom et la même gueule, sinon on saurait jamais que c'est lui, voyons. Bref, donc John Le Marchand reçoit un prix pour avoir construit le building qu'on a vu à la fin de Hellraiser 3, celui qui était censé être construit sur le cube, et qui supposait que ce dernier avait eu un pouvoir surnaturel sur les gens qui l'avaient construit. Eh ben non. Non, en vrai c'est pas ça, je suis sûr qu'ils avaient prévu ça depuis le début, tiens. Tant que John fait plein de cauchemars, Angélique se débarrasse de Ben de Parks and Rec, elle veut séduire John mais ça marche pas de ouf, elle retrouve le cube de Hellraiser 3 dans le parking, prouvant une fois pour toutes que décidément le hasard fait très mal les choses. Pinhead veut utiliser Elysium pour garder les portes de l'enfer ouvertes plutôt que de les fermer, me demandez pas comment ça marche, j'ai rien compris. Le gamin de John, celui qui vient de se débarrasser la semaine dernière de Chucky, se fait enlever par Pinhead, sa femme essaye de le sauver mais elle doit d'abord battre le boss secondaire, il y a des jumeaux qui jouent très mal la comédie qui se font transformer en cénobites, un chien de l'enfer qui bouge comme mon papy en été, un combat final qui se finit en fatality de Mortal Kombat, beaucoup trop de punchline au cas où vous auriez oublié que c'est un film des années 90, Elysium se foire, John meurt, la femme de John renvoie tout le monde en enfer, et là... On retourne au 22e siècle pour se taper 20 minutes de joueurs de paintball qui se font tuer hors champ dans un très mauvais ersatz d'Alien, mais alors très mauvais, pour qu'au final Merchant se tire avec la seule nana de l'équipe et révèle que en fait c'est toute la station qui est la configuration Elysium, et Pinhead meurt, et ils s'en sortent. Ok, alors si je vous ai résumé ça de cette manière, c'est pas pour rien, c'est littéralement comme ça que j'ai ressenti le film, un espèce d'amas de clichés des années 90 avec beaucoup trop d'idées jetées dans tous les sens pour voir ce qui colle au mur. Et si vous aimez les séries B, vous allez certainement aimer voir Pinhead et sa clique se balader dans l'espace, juste à côté de Jason, pas loin de Perdu dans l'espace et d'Event Horizon, et très loin de Alien et Terminator qu'il copie allègrement. Et en même temps, si c'est ça que vous cherchez, bah y a que 5 minutes au début et 20 minutes à la fin qui se passent dans l'espace. Le flashback du 18e qui est clairement la partie la plus intéressante ne dure qu'un quart d'heure, et le reste, bah ça ressemble à n'importe quel petit film d'horreur au budget ridicule et à l'histoire mal pensée de ces années-là. Y a vraiment rien qui ressort, rien qui reste avec vous, autant au niveau de l'histoire qu'au niveau de l'horreur. Ce film fait juste pas peur. Il y a ni le côté violence exagéré super fun du 3, ni l'expansion du lore si hypnotique et plein de cauchemars du 2, et bien sûr, on pense même plus à l'horreur sexuelle, familiale et viscérale plein de messages sous-jacents du 1. Alors là, tu peux te la carrer derrière l'oreille ta subtilité d'un télo, on en a plus rien à foutre. La direction artistique ressemble à celle d'une salle d'escape game sans budget, c'est limite si tu peux pas voir le stagiaire qui devait remuer les gélatines devant les lumières. Quand je suis capable de reproduire l'éclairage d'un film avec mes lampes de bureau, je sais pas vous, mais je trouve que c'est mauvais signe. Et on se retrouve avec des effets des fois efficaces, et des fois super cheap. Cet effet marche pas si on voit que le fond est fixe, les mecs. Il aurait fallu tourner la caméra autour du lit. Non ? Ok. Mais encore une fois, tout n'est pas à jeter. Le flashback sur les origines du cube est plutôt cool, on frôle l'expansion de lore de Hellraiser 2, vous savez, cette satisfaction de juste en apprendre plus sur le cube et l'enfer, et pas juste se focaliser sur Pinhead et des personnages vides. Mais bon, je maintiens que l'éclairage est dégueu par contre. Pareil, pour la majorité du film qui se passe en 96, même si c'est pas merveilleux, ça reste un petit film de genre qui se laisse regarder. Mais pourquoi avoir rajouté des parties dans l'espace ? Si ce n'est parce que les années 90 étaient vraiment bizarrement obsédé par l'espace. En vrai, je vois que ça comme explication. À part ça, le jeu d'acteur est vraiment... horrible.
On sent qu'ils essayent, hein, notamment Bruce Ramsey qui joue les trois le marchand. Tu sens qu'il essaye réellement de bien faire. Mais résultat, tous ces personnages sont à peine un peu trop surjoués et du coup, ça tombe à plat. Et là, pour le coup, vu que les acteurs présents ont su prouver qu'ils savaient jouer la comédie dans le reste de leur carrière, c'est toi que je regarde, Ben de Parks and Rec, j'aurais tendance à mettre ça plutôt sur le dos de la direction d'acteurs que sur les acteurs eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça sans vous parler de la production du film comme je le fais d'habitude, me direz-vous, parce que vous écoutez attentivement? Eh ben c'est parce que tous ces problèmes flagrants, ou en tout cas une grande partie d'entre eux, peuvent être expliqués par une production plutôt chaotique. Et vous pouvez vous en douter... là, à cette image précise. Si vous êtes cinévore, vous avez sûrement vu ce nom un peu partout, Alan Smithy. Mais qui est donc ce monsieur qui réalise tant de films? Eh ben, Alan Smithy n'existe pas. Ça fait peur. Reprenons l'histoire de la création de ce film depuis le début. Clive Barker, toujours producteur exécutif, travailla avec Peter Atkins sur le pitch d'une nouvelle suite qui se voulait être très différente des autres. Barker voulait rafraîchir un peu la franchise. Il proposa une histoire en 3 parties, qui comportait une création qui pouvait changer de forme pour détruire définitivement Pinhead, inspiré par le fameux bâtiment de la fin de Hellraiser 3. Et oui, le film était censé être le dernier de la série. Atkins a rajouté à ce début de pitch l'histoire de la lignée des Le Marchand, souhaitant revenir vers le livre original qui a inspiré la franchise. L'histoire était découpée de manière assez équilibrée entre les 3 différentes périodes. La partie se déroulant au XVIIIe devait raconter l'histoire d'Angélique qui ordonne à Delille et Jacques de créer un objet pouvant ouvrir les portes de l'enfer. Devait s'en suivre un déluge de scènes se déroulant à cette époque, montrant des cénobites au design d'aristocrates de la France du XVIIIe. Il y a notamment une scène qui a été tournée mais ensuite coupée du film, qui comportait un bal masqué plein de démons de l'enfer, et rien que cette idée me fait rêver. Angélique devait être beaucoup plus présente et plus violente et séductrice tout au long du film. Sa relation avec Pinhead était censée être assez vénère, ils se détestaient. Angélique représentant un enfer plus attaché aux vieilles traditions et à l'utilisation de la tentation, alors que Pinhead représenterait un ordre plus productif et actif qui prend le pas en enfer. Et ça aussi c'est une idée que j'aime beaucoup. Sans oublier que l'histoire de la lignée de Le Marchand devait être beaucoup plus poussée. Il devait même y avoir dans la partie sur le futur la descendante de Kirsty Cotton. Mais entre le pitch de base d'un film et le produit fini, il y a plus qu'un océan. Surtout quand la licence Hellraiser change plus souvent de main que ta Game Boy en camp de vacances. Donc, on reprend le cours d'histoire géo. En 1992, c'est qui détenait les droits, les enfants? Oui, les Weinstein, Miramax donc, sauf que Disney, oui, Disney, qui à l'époque avait déjà en tête de racheter la Terre entière, rachète Miramax en 1993 pour la modique somme de 80 millions de dollars. Sauf qu'à ce moment-là, Miramax détenait les franchises de Scream, The Prophecy, Halloween, Mother's Boy et bien sûr Hellraiser. Et toutes ces licences avaient des films en production qui devaient sortir dans les années qui suivent, et qui devraient donc sortir sous l'étendard de Walt Disney Pictures, l'entreprise family-friendly par excellence. Disney s'est pris un sacré coup dans la tronche niveau image publique aux États-Unis à cause de ça, et ils vont bidouiller les règles de la production pour que leur logo n'apparaisse dans aucun de ces films. Disney se sépare des Weinstein en 2005, et ils vont revendre Miramax en l'an de grâce 2010. Au départ, le projet est proposé à Joe Chappelle, qui devait réaliser juste avant Halloween 6, et qui refusa donc, se sentant un tout petit peu en burn-out. Ensuite, la chaise de réal fut proposée à Guillermo del Toro, qui refuse gentiment, puis à Stuart Gordon, qui lui s'est barré avant le début du tournage pour cause de désagréments artistiques avec la production. Vous le sentez déjà là, que ça pue la crotte de bique avant même que le film ne débute la production? Un peu en PLS, les producteurs proposent la réalisation au directeur des effets spéciaux du projet, Kevin Yeager, qui au départ est plutôt dubitatif sur le film, mais qui va finalement accepter après en avoir discuté avec Clive Barker, qui apparemment a su lui transmettre son enthousiasme pour le pitch. Yeager va suivre plutôt bien le pitch de départ que je vous ai décrit. Mais on est à Hollywood, et à Hollywood, les producteurs ont tous les droits de vous d'engager un monteur dans votre dos pour refaire le film. Et c'est malheureusement ce qu'ils ont fait à Yeager, qui lorsqu'il découvre ce que les producteurs avaient fait de son taf, se barre sans finir le tournage. Ayant réalisé la grande majorité du film, il devait être crédité en tant que tel, mais désavoua totalement le film, et c'est ainsi qu'on se retrouve avec ce nom, Alan Smithy, seul pseudonyme accepté par la Directors Guild of America lorsqu'un réal se fait en berlificoter. Mais alors, qui a fini le film? Eh bien c'est Joe Chappelle qui a rappelé à la barre après qu'il ait eu fini Halloween 6. Il accepta et modifia énormément la version de Yeager, clamant faire de nouvelles prises de scènes déjà tournées. Mais Doug Bradley assura par la suite que ces reshoots étaient en réalité de toutes nouvelles scènes complètement éloignées des originales. La plupart des scènes avec le duc de Lille furent coupées, remplacées par la relation entre Jacques et Angélique. Cette dernière est passée de démon dominatrice à sous-fifre de Delille et Jacques. Sa relation à la base tendue avec Pinhead est remplacée par une tension sexuelle entre les deux. Chouette... Putain, vive les personnages féminins forts. Pinhead, quant à lui, est beaucoup plus présent, les producteurs insistant pour que le film en vienne le plus vite possible à son personnage, d'où le raccourcissement de la séquence qui se passe au 18e et l'intro dans le futur. Toute l'histoire de la lignée des Le Marchand est réduite à son minimum, et sans aucun budget, va tourner des scènes de films d'horreur dans l'espace après tout ça, tiens. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que cette production était
chaotique. Entre la licence qui change constamment de main, les réals qui changent toutes les 2 secondes, les coups de pute, les mensonges, les dramas, il y a largement de quoi faire une télé-réalité là. Au milieu de tout ce pataquès quand même, je suis tombée sur une info qui m'a fait sourire et que je me dois de vous partager. Vous vous rappelez de Ben de Parks and Rec, qui s'appelle Adam Scott en vrai, hein? Eh ben, c'est son premier job sur un long métrage hollywoodien. Il était tout excité de commencer et quand il est arrivé sur le tournage, on l'a amené à sa chaise officielle de tournage avec son nom et tout. Et c'était pas le bon nom. Il y avait marqué Adam Craig. En vrai, apparemment, il s'en foutait, pour lui, ça faisait un super accueil dans le monde merveilleux d'Hollywood. Et malgré le bide qu'a fait le film, lui, il était juste heureux de bosser. Il a même repassé un casting pour la suite en espérant que personne ne se rappelle de lui. Mais bon, ça a pas marché. Je sais pas, je trouve ça trop chou. Après avoir lu toutes les merdes vécues pour la production de ce film, ça fait plaisir de voir qu'il y avait quand même des gens qui étaient heureux sur le tournage. Bref, donc Hellraiser 4, pas aussi satisfaisant en termes de catharsis que le 3, très loin de la profondeur du 1 et du 2, t'enlèves les parties dans le futur et ça fait un petit film de série B regardable, mais alors avec, c'est l'incompréhension la plus totale. Donc, pas de message, pas de violence satisfaisante, pas de bons personnages, mais quelques informations sur la création du cube qui sont sympas à voir, et une histoire de production digne des meilleures telenovelas. On me souffle à l'oreillette que c'est loin d'être le pire de la franchise. Allez, de suite de plus de fêtes, je sais pas quoi vous dire dessus. Franchement, si vous aimez les séries B, je pense que vous pouvez regarder les deux, hein, ça reste... Ouais. Ça reste du Hellraiser, il y a quelques designs de Cénobites, soit qui vous feront beaucoup rire, soit qui sont plutôt cool. Mais très clairement, ça vaut ni le 1 ni le 2, quoi, c'est dommage. Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, ciao!